Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Théodore Marchand. Théodore est guide parisien depuis plus d'une quinzaine d'années. Il n'est pas qu'un simple conteur de monuments. C'est un véritable explorateur urbain, un arpenteur des quartiers oubliés, que l'on pourrait qualifier de passeur de mémoire. Des ruelles de Belleville aux souterrains de Montparnasse, aucune rue ni quartier n'a de secret pour lui. Il connaît Paris comme sa poche. En ce début d'automne, il était affairé à préparer un événement très particulier. Une descente nocturne pour visiter les catacombes le soir d'Halloween. Dans son petit bureau encombré de cartes anciennes et de costumes poussiéreux, Théodore vérifiait minutieusement l'avancée des dernières réservations. Contre toute attente, l'événement affichait complet. 7 participants, tous en quête de frissons, avaient répondu présent. Ravi que tant de personnes soient intéressées, Théodore peaufinait les derniers détails pour que cette soirée reste inoubliable. Il voulait que chacun reparte avec des souvenirs marqués autant par l'étrange que par le merveilleux. Il aimait particulièrement ces soirées où l'histoire se mêle au théâtre, laissant le public suspendu entre réalité et fiction. Après des semaines de travail, où aucun détail n'avait été laissé au hasard, le soir tant attendu arriva. Avant de lancer les festivités, Théodore accueillit les participants autour d'un café de bienvenue. L'occasion idéale pour faire connaissance et leur expliquer en détail comment allait se dérouler la soirée. Parmi les invités, Marc et Julie formaient un couple de trentenaires amateurs de sensations fortes. Lucien, étudiant en histoire, tenait son carnet, prêt à noter chaque anecdote, chaque détail susceptible d'enrichir ses recherches. Sophie, influenceuse lifestyle, était venue pour enrichir ses réseaux, bien plus que pour vivre une expérience immersive. Il y avait aussi un père et sa fille, Antoine et Lucie, curieux mais visiblement un peu nerveux. Et enfin, Éléanore, une jeune femme au style gothique, vêtue de noir et plutôt distante. Elle ne parlait à personne et semblait impatiente que la visite commence. De toute évidence, le petit café de bienvenue l'ennuyait au plus haut point. Elle avait l'air peu amicale et inspirait une certaine méfiance. À son cou pendait un bijou singulier, un collier orné d'une pierre noire, qui ne passa pas inaperçu auprès des autres participants. À l'extérieur, une brume légère enveloppait les rues, donnant à la nuit un air de décor de cinéma. Toutes les conditions étaient réunies pour installer l'ambiance. Théodore, vêtu comme un fossoyeur du XIXe siècle, retrouva le groupe à l'entrée des catacombes, et tandis que la grille se refermait derrière eux, dans un grincement lugubre, un frisson parcourut l'air. La descente pouvait commencer. Lanterne à la main, Théodore guida le groupe dans les profondeurs de Paris. La mise en scène était soignée. Des squelettes animés, des sons lugubres, des murmures enregistrés qui résonnaient dans les galeries sombres.
Rien n'avait été laissé au hasard, et tout promettait une soirée mémorable. Il entama son récit en expliquant que les catacombes, autrefois carrières de calcaire, avaient été creusées pour bâtir la ville. Mais au XVIIIe siècle, elles furent transformées en ossuaires. Les cimetières débordaient, les corps s'entassaient, et la peste rôdait. Alors, on descendit les morts dans les entrailles de la terre. Des millions d'ossements furent transférés ici, dans le silence des galeries. Ce lieu, chargé d'histoire et de mystère, est devenu le théâtre de légendes. Certains parlent de disparition, de voix dans l'obscurité, de couloirs qui changent de forme. Mais ce soir, les visiteurs allaient marcher sur les traces de ces récits oubliés. Lucien, fasciné, notait tout. Mais ce qui attira son attention, ce ne fut pas le récit de Théodore, ni les effets sonores. C'était une stèle, à moitié dissimulée, derrière un pan de mur effondré. Il s'en approcha discrètement, éclaira la pierre avec sa lampe torche, et son cœur s'emballa. Il y avait des symboles, des hiéroglyphes, très exactement. Il en était certain. Il les avait déjà vus, gravés sur l'obélisque de la Concorde. Lucien s'arrêta, le souffle court. Il sortit son carnet, feuilleta les pages. Une annotation griffonnée en marge attira son regard. Obélisque, culte funéraire, passage entre les mondes. Il se souvint d'un cours, d'un professeur passionné qui parlait d'une secte parisienne du XIXe siècle, obsédée par l'Égypte ancienne. Et si ce n'était pas une légende? Et si les symboles n'étaient pas décoratifs, mais fonctionnels, comme si une communauté secrète s'était aventurée dans les catacombes pour y pratiquer d'anciens rituels oubliés. Des tentatives désespérées pour entrer en contact avec les morts, mais toujours sans réponse. Le reste du groupe était tout aussi captivé, non seulement par le récit de Théodore, mais aussi par l'ambiance très particulière des lieux, à la fois lugubre et mystérieux. Alors qu'ils s'arrêtèrent un instant pour écouter le grondement lointain du métro à la surface, Théodore remarqua qu'une personne manquait à l'appel. Par mesure de sécurité, il interrompit la visite. À une intersection, Éléanore, qui s'était attardée pour prendre des photos, avait perdu le fil du groupe. Dans une quasi-obscurité, entourée de squelettes, Éléanore fut prise de panique. Les bruits résonnaient autour d'elle, donnant l'impression que quelqu'un la suivait. Mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait personne. Elle se mit à courir, et dans sa précipitation, son collier glissa de son cou et tomba au sol sans qu'elle s'en rende compte. À cet instant précis, la lumière de la lune traversa une grille d'égout située juste au-dessus et vint se refléter sur la pierre noire du collier. Ce qu'elle ignorait sûrement est que la pierre noire qu'elle portait autour du cou était de l'obsidienne, une pierre semi-précieuse, utilisée il y a bien longtemps dans les rites funéraires égyptiens. On disait qu'elle guidait les âmes vers l'au-delà, mais dans ce contexte, et en cette nuit si particulière, il se pourrait bien qu'elle ait un tout autre effet. En entendant les voix paniquées du reste du groupe qui la cherchait, Éléanore retrouva les autres. Théodore, le visage fermé, insista avec sévérité sur l'importance de ne pas s'égarer.
Il ne voulait surtout pas qu'un accident vienne gâcher la soirée. Et encore moins qu'on l'assigne en justice. Sa petite société n'y survivrait pas. C'était certain. Puis, la visite reprit, avec une animation devenue étrangement réaliste. Ils avaient cette sensation soudaine et étrange d'être observés, comme s'ils n'étaient pas seuls dans les catacombes. C'est alors que des crânes se mirent à tourner seuls, des tibias s'assemblèrent, des corps se redressèrent lentement. D'abord, les visiteurs rirent, pensant à un canular bien orchestré. Mais Théodore fronça les sourcils. Il n'avait aucun souvenir d'avoir inclus ces effets dans le programme. Et bientôt, tous réalisèrent que le nombre de squelettes augmentait. Le bruit des os qui s'entrechoquaient devenait assourdissant. La panique s'installa. Les catacombes se transformèrent en un labyrinthe de terreur. Une course-poursuite s'engagea dans les galeries étroites. Les squelettes n'étaient pas simplement animés. Ils semblaient chercher quelque chose. Et désormais, ils poursuivaient le groupe, qui comprenait enfin l'ampleur de l'horreur. Théodore tentait de garder le contrôle, mais même lui ne comprenait plus ce qui se passait. Les ossements semblaient guidés par une force ancienne, réveillés par quelque chose de surnaturel. Les galeries tremblaient sous les pas précipités. Le claquement des os réanimés résonnait comme une pluie de marteaux sur les parois calcaires. Théodore hurlait des instructions, mais sa voix se noyait dans le tumulte. Les lanternes vacillaient, certaines s'éteignaient, plongeant des couloirs entiers dans une obscurité suffocante. Marc attrapa la main de Julie et la tira vers une bifurcation. Ils avaient été séparés du groupe dans la confusion. Derrière eux, un crâne roulait, suivi d'un squelette aux orbites vides, mais étrangement déterminé. Ils coururent, trébuchant sur les pierres, jusqu'à une grille rouillée encastrée dans le mur. Derrière celle-ci, une ouverture menait à une ancienne bouche d'égout. Dans un élan de désespoir, Marc arracha la grille de ses gonds. Une échelle métallique descendait dans l'obscurité. Sans réfléchir, ils s'y engagèrent. Haletants, les mains glissant sur les barreaux humides. Derrière eux, le bruit des eaux s'intensifiait, comme une marée macabre, prête à les engloutir. Ils débouchèrent enfin dans une ruelle de d'enfer rochereau, sous une pluie fine, vivants, mais traumatisés. Il fallait maintenant donner l'alerte pour venir en aide aux autres. Ils composèrent le numéro des pompiers. Mais que dire? Et allait-on seulement les croire? Qu'importe, il fallait les faire venir, même sous un faux prétexte. C'était la seule solution pour que les autres s'en sortent. Lucien, lui, s'était réfugié dans une alcôve, le dos plaqué contre un mur couvert de graffitis. Il griffonnait frénétiquement dans son carnet, comme si écrire pouvait conjurer le mal. Il comprit que ce n'était pas un hasard. Les symboles, les ossements, cette fois-ci, quelque chose avait bel et bien réveillé les morts. Un élément nouveau s'était ajouté aux hiéroglyphes déjà présents. Mais pour l'instant, il ignorait encore de quoi il s'agissait. Sans qu'il s'en rende compte, un squelette s'approcha lentement derrière lui, ses phalanges effleurant la pierre dans un geste presque curieux. En l'apercevant, Lucien murmura une prière. Puis, dans un éclair de lucidité, son regard se posa sur un graffiti gravé dans la roche. « Ne réveille pas ce qui dort sous la ville. » Trop tard. Il reprit sa marche, le regard hanté par ce message gravé dans la pierre. Quelqu'un savait. Quelqu'un se souvenait de ce qui avait été tenté au début du XIXe siècle, quand le monde flirtait avec l'invisible.
à l'époque où parler aux morts n'était plus une folie, mais une mode. Un peu plus loin, Sophie, l'influenceuse, avait perdu son téléphone. Elle errait seule, appelant à l'aide. Sa voix se répercutait dans les galeries, attirant les morts comme un chant de sirène. Elle tomba sur une salle circulaire, ornée de crânes disposés en spirale. Au centre, un objet brillait faiblement sur le sol. En s'approchant, elle reconnut le collier d'Éléanore. Fascinée, elle tendit la main. La pierre pulsa. Les crânes se mirent à tourner. Elle hurla, mais personne ne l'entendit. Théodore, toujours vêtu de son costume de fossoyeur, tentait de rassembler ceux qui étaient encore avec lui. Il retrouva le père et sa fille, recroquevillés derrière une colonne, les yeux écarquillés par la peur. Sans perdre de temps, il les guida vers une sortie secondaire, un tunnel oublié, absent des plans officiels. Il courut ensuite à la recherche des autres, mais à chaque pas, les catacombes semblaient se transformer. Les parois se refermèrent lentement derrière lui, dans un grondement sourd, comme si les catacombes avaient leur propre volonté, et résolues à ne laisser personne ressortir. Théodore avançait avec prudence. Le tunnel qu'ils empruntaient semblait vivant, presque organique. Les murs suintaient une humidité étrange, et des racines noires pendaient du plafond, comme des doigts griffus. Chaque pas résonnait dans l'obscurité, tel un écho dans une tombe oubliée. Soudain, un cri déchira le silence. C'était Sophie. Le son aigu et désespéré semblait venir d'un endroit que même Théodore ne reconnaissait pas. Il s'immobilisa, troublé. Cette portion des catacombes ne figurait sur aucune carte connue. Pourtant, il devait avancer. Lentement, il se dirigea vers la source du cri, guidé par les pulsations sourdes qui semblaient monter du sol. Quelques minutes plus tard, il déboucha dans une salle circulaire, ornée de crânes disposés en spirale. Au centre, Sophie était agenouillée, le collier d'obsidienne entre les mains, les yeux écarquillés. Les crânes tournaient lentement, comme animés par une force invisible. Sophie se releva, tremblante. Le collier semblait exercer une influence étrange sur les morts, non pas un contrôle, mais une forme d'appel, une force oubliée, capable d'endormir les ombres, ou de les convoquer. Théodore, qui était venu à sa rencontre, attiré par les cris, remarqua lui aussi le pouvoir étrange du collier sur les squelettes. Théodore et Sophie reprirent leur marche, déterminés à retrouver les autres et à sortir de ce cauchemar vivant. Marc et Julie avaient déjà réussi à s'échapper, mais Théodore l'ignorait encore. Il espérait qu'Antoine et sa fille aient trouvé le chemin vers la sortie. Ne restait donc que Lucien, Éléanore et peut-être d'autres, s'ils étaient encore en vie. Les galeries devenaient de plus en plus instables. Les murs se tordaient, les couloirs se refermaient lentement, comme vivants. Pourtant, la lumière étrange du collier ouvrait un passage. Théodore marchait aux côtés de Sophie, qui brandissait le bijou devant elle. À leur passage, les squelettes s'écartaient, comme si la pierre leur imposait le respect. Ils tombèrent sur Lucien, toujours en train d'écrire, le regard vide. Il semblait avoir compris quelque chose. Et lorsqu'il aperçut Théodore et Sophie avec le collier, toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent enfin.
La pierre d'obsidienne portait en elle le pouvoir d'éveiller les âmes et de convoquer les esprits. Ce n'était pas un simple bijou, mais un artefact oublié, conçu pour ouvrir les portails d'un monde censé rester clos. Ce collier était donc une sorte de clé, une clé capable de guider ceux qui avaient franchi les portes de l'autre monde. Lucien, les mains tremblantes, s'approcha. Il voulait comprendre comment les morts avaient franchi le seuil, et s'il existait un moyen de les renvoyer. Car si la clé ouvre, elle peut aussi refermer. Il examina le collier sous tous les angles. Aidé de Théodore, qui éclairait la pierre avec la lanterne. Au dos du bijou, une gravure, un symbole égyptien, semblable à celui qu'il avait vu sur le mur en début de soirée. Il n'y avait donc plus de doute possible. C'était le collier qui avait tout déclenché. Éléanore surgit d'un couloir obscur, son visage grave, presque hanté. Tous les regards se tournèrent vers elle, en quête de réponse. Elle vit le collier dans la main de Sophie, et les squelettes figés autour d'eux, comme retenus par une force invisible. Théodore et Lucien l'interrogèrent. Comment fonctionnait ce collier? Il fallait agir, libérer ces âmes errantes et les laisser reposer dans les catacombes. Elle semblait aussi stupéfaite qu'eux face à la situation désespérée dans laquelle il se retrouvait. Lucien lui confia qu'il reconnaissait le symbole gravé au dos du collier, celui de l'Ordre des Échos, une société secrète du début du XIXe siècle. Ces initiés descendaient dans les entrailles de Paris pour tenter d'entrer en contact avec les morts, convaincus que les catacombes étaient un seuil entre les mondes. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa grand-mère était la descendante d'un membre de l'Ordre des Échos. Le collier, elle en avait hérité et l'avait offert à Éléanore lorsque celle-ci lui avait annoncé qu'elle participerait à cette soirée. Elle jura ne pas savoir que ce bijou avait le pouvoir de réveiller les morts, et elle était certaine que sa grand-mère non plus n'en avait jamais eu connaissance. Le petit groupe la crut. Elle avait l'air aussi effrayée qu'eux, et ne semblait pas jouer la comédie. Théodore lui demanda où elle était passée lorsqu'elle s'était égarée. Elle tenta de se remémorer. Elle se souvenait être passée devant un mur couvert de symboles égyptiens. Juste en dessous, une traduction phonétique était gravée dans la pierre. Elle l'avait lue à haute voix, et aussitôt, elle crut entendre un bruit derrière elle. Affolée, elle s'était mise à courir, et dans sa fuite, avait perdu le collier. Depuis, elle le cherchait désespérément, jusqu'à maintenant. Lucien, lui aussi, était passé devant le mur et avait pris soin de noter les inscriptions. Il ouvrit son carnet et récita à haute voix l'incantation. Mais les squelettes continuaient de se mouvoir au loin. Quelque chose leur échappait, et il fallait résoudre cette énigme au plus vite. Théodore proposa d'aller sur le lieu exact. Le petit groupe, serrés les uns contre les autres, le collier brandi devant eux, se frayait un chemin entre les squelettes agités, qui ne semblaient pas se calmer. Ils arrivèrent enfin devant le mur aux inscriptions. Juste au-dessus, une grille d'évacuation laissait percer la lumière froide de la pleine lune. Lucien récita de nouveau l'inscription, mais rien ne se produisit. Au contraire, les squelettes semblaient de plus en plus agités, comme si l'incantation les avait provoqués. Théodore réfléchit à voix haute. Puisque tout cela est lié au collier, peut-être faut-il le tenir en récitant l'incantation? Lucien saisit le collier
et répéta les mots. Toujours rien. La situation devenait incontrôlable. Ils étaient encerclés, pris au piège. Dans un éclair de lucidité, Lucien comprit. Seul un descendant d'un membre de l'ordre des Échos peut avoir autorité sur le collier et sur les morts. Tous les regards se tournèrent vers Éléanore. Elle s'avança, le collier à la main, baignée par la lumière de la pleine lune. Elle récita l'inscription égyptienne en phonétique, d'une voix claire et assurée. Alors, soudain, tous les ossements, tous les squelettes furent comme aspirés vers l'endroit où ils avaient été placés à l'origine. Un vacarme sourd résonna pendant plusieurs minutes. Puis le silence, enfin. L'atmosphère avait changé, comme si un poids s'était envolé. Bien qu'il soit toujours sous terre, l'air semblait plus respirable. Théodore guida le groupe vers la sortie. Ils débouchèrent dans une ruelle, sous une lune pâle. Au loin, les sirènes des pompiers résonnaient. Ils étaient vivants, mais changés. Lucien referma son carnet, rempli d'annotations sur tout ce qui s'était passé. Sophie retrouva son téléphone, miraculeusement intact. Éléanore, elle, resta silencieuse. Tous portaient en eux le poids de cette nuit. Une nuit où les morts avaient marché. Une nuit où Paris avait montré son visage le plus ancien. Devant l'entrée des catacombes, là où tout avait commencé, Marc et Julie expliquaient la situation aux pompiers. Antoine et Lucie étaient assis sur le trottoir, une couverture de survie sur les épaules. Et une question persistait. Que s'était-il réellement passé? Le lendemain, les journaux ne parlèrent que d'une expérience immersive un peu trop réaliste. Les autorités fermèrent l'accès aux catacombes pour travaux de sécurité. Lucien publia son carnet en ligne. Mais ses notes étaient confuses, presque délirantes. Sophie disparut des réseaux. Marc et Julie quittèrent Paris. Antoine et sa fille, Lucie, ne reparlèrent jamais de cette nuit. Et Théodore, il rangea ses costumes, ses cartes, ses lanternes. Il ne proposa plus de visites nocturnes. Mais parfois, tard le soir, lorsqu'il passe devant l'entrée des catacombes, il lui semble encore entendre le bruit des squelettes bouger. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de Minuit.